Braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, je vais vous lire la nouvelle « L'art perdu du crépuscule » écrite par Thomas Ligotti et traduite par Anne-Sylvie Omassel. Braves gens, bonne écoute. Partie 1. Je l'ai peint, ou du moins l'ai tenté. À l'huile, à l'aquarelle, étalé sur un miroir que j'avais placé de manière à raviver la lueur de la vraie chose. Et toujours abstraitement. Jamais de vrai soleil se couchant dans des cieux de printemps, d'automne ou d'hiver. Jamais de lumière sépia descendant vers la banale ligne d'horizon d'un lac, pas même celui que j'aime à contempler de l'immense terrasse de ma vieille et imposante demeure. Mais ces crépuscules, je ne les peignais pas dans le style abstrait, dans le seul but de m'écarter de la canaille du vrai monde. D'autres abstraits du pinceau auront beau jeu de protester que leur toile ne représente en rien la vie. Le trait rouge mercurochrome n'est qu'un trait rouge mercurochrome. La tache noire terne n'est qu'une tache noire terne. Et cependant, la seule couleur, les seuls rythmes de la ligne, des masses structurelles, la seule composition générale représentait plus que cela à mes yeux. Les autres n'ont fait que voir leurs intrigues de forme et d'ombre. Moi, je ne pus trop insister sur ce point. J'y suis allé. Mes abstractions crépusculaires représentaient de fait une sorte de réalité. Zone composée de palais de couleurs douces et moroses, érigées près de mers aux ressacs scintillants, sous des morceaux de ciel au triste rayonnement. Zone où l'observateur est une présence de forme seulement, une essence impalpable, libérée de toute substance charnelle. Un habitant de l'abstrait. Mais ceci n'est plus qu'un souvenir à présent. Ce qui pour moi devait durer toujours a disparu en un clin d'œil. Il y a quelques semaines à peine, j'étais installé sur la terrasse, regardant le soleil du début d'automne tomber mollement vers le lac dont j'ai parlé plus haut, et m'entretenant avec tante T. Ses talons rendaient un son plaisamment creux sur les dalles brunâtres. Elle était vêtue d'un tailleur gris, ses cheveux étaient argentés. Une ample lavalière frôlait de son nœud ses nombreux mentons. De la main gauche, elle tenait une longue enveloppe,
proprement éventrée. De la droite, la lettre qui en avait été extraite, pliée en triptyque. « Ils veulent te voir », dit-elle en agitant la lettre. « Ils veulent venir ici. »« Je n'y crois pas, » répondis-je. Et sceptique, je me retournai sur mon siège pour regarder les rayons du soleil s'étaler sur la pelouse, le long de l'immense pelouse, devant la vieille bâtisse dans laquelle nous semblions vivre depuis des siècles. « Ah, lis donc la lettre !» insista-t-elle. « Je ne peux pas, puisqu'elle est écrite en français. »« Allons, tu mens, si j'en juge par les livres que tu ne cesses d'entasser dans la bibliothèque. »« Ceux-là, ce sont des livres d'art. Je me contente de regarder les images. »« Tu aimes les images, André ?» demanda-t-elle avec toute l'ironie avinculaire dont elle était capable. « En voici une pour ta collection. Nous allons vraiment leur donner le droit de venir ici et d'y rester le temps qu'ils voudront, à ces gens. Une vraie petite famille. Il y a 2 enfants et la lettre parle également d'une sœur célibataire. Ils viennent d'Aix-en-Provence pour visiter les États-Unis et, pendant leur voyage, ils veulent rencontrer leurs seuls parents encore vivants. La comprends-tu, cette image ? Ils savent qui tu es et, ce qui est plus important, où tu habites. Je m'étonne de ce qu'ils veuillent me rencontrer. S'ils sont ceux qui... Non, tu confonds. C'est à ton père qu'ils sont apparentés, m'expliqua-t-elle. Ce sont des Duval. Ils savent tout de toi, mais disent... Tante T scruta la lettre pendant quelques secondes. Ils disent qu'ils sont sans préjugés. Mon sang se glace lorsque je pense à la générosité de ces créatures. Il y a 20 ans, ces gens ont fait les pires choses à ma mère et aujourd'hui ils ont le culot de dire qu'ils ne m'en veulent pas. À moi. Tante T émit un d'avertissement pour me faire taire, car Rops venait d'apparaître, portant un plateau sur lequel trônait un long et mince verre. Si je l'ai surnommé Rops, c'est qu'il m'a toujours donné, comme l'artiste homonyme, le frisson qui vous saisit dans les charniers. Il traversa cadavériquement la terrasse pour servir à Tante T son cocktail de l'après-midi. « Merci, » dit-elle, prenant le verre. « Et pour vous, monsieur ?» me demanda-t-il, le plateau plaqué sur la poitrine comme un bouclier d'argent. « Rops, » lui répliquai-je. « M'avez-vous jamais vu prendre un verre ? M'avez-vous jamais... André, un peu de tenue. Ce sera tout, merci. » Rops alors s'éloigna d'un pas osseux et lent. « Tu peux continuer à déblatérer maintenant, » me dit Tante T, aimablement. « J'ai fini. Je sais ce que je ressens, » répondis-je, avant de détourner le regard vers le lac, buvant l'humeur obscure du crépuscule, faute d'un breuvage ordinaire. « Oui, je sais ce que tu ressens, mais tu as toujours été dans l'erreur. Tu as depuis toujours cette idée romanesque d'une terrible injustice dont toi et ta mère, que son âme repose en paix, auriez été victimes. Mais rien ne s'est passé comme tu aimes à le croire. Ce n'étaient pas des paysans attardés qui, dirons-nous, ont sauvé ta mère, mais des gens de sa famille, riches, éduqués. Il n'est pas question davantage de superstition. Ce qu'ils pensaient de ta mère s'est avéré exact. Que ce soit vrai ou non, pérorai-je, ils ont cru l'incroyable et ont agi en conséquence. Et ça, c'est de la superstition. Quelle raison pouvait-il vraiment... Quelle raison ? Je dois dire qu'à l'époque, tu n'étais guère en mesure de juger de ces raisons, puisque tu n'étais qu'à nos yeux une vague excroissance dans le ventre de ta mère. En revanche,
J'étais présente. J'ai vu les nouveaux amis que ta mère s'était fait. Cette noblesse de sang, comme elle les désignait, ce qui, à mes yeux, trahissait l'envie que lui inspirait le caractère héréditaire de leur statut social. Mais je ne juge pas ta mère. Je ne l'ai jamais jugée. Après tout, elle venait juste de perdre son mari. Ton père, c'était un homme bien. Quel dommage que tu ne l'aies jamais connu. Et devoir porter son enfant, l'enfant d'un défunt. Elle avait peur. Elle était déboussolée. Elle a fui pour revenir chez elle, chez les siens. Qui peut lui en vouloir d'avoir eu alors un comportement irresponsable ? Mais ce qui est arrivé ensuite est déplorable. Surtout pour toi. Tu me mets vraiment du baume au cœur, ma tante. Rétorquai-je avec une ironie que je regrette à présent. Que tu le veuilles ou non, tu as toute ma compassion. Je crois que je te l'ai assez démontré toutes ces années. Assurément, admis-je. Tante T avala le reste de son cocktail d'une gorgée. Sans qu'elle s'en rende compte, une gouttelette naquit à la commissure de ses lèvres, scintillant dans le radieux crépuscule, comme une perle. Lorsque ta mère, un matin plutôt devrais-je dire, ne rentra pas, tout le monde comprit ce qui s'était passé. Cependant, personne n'en parla. Contrairement à ce que tu penses d'eux et de leur prétendue superstition, ils se sont refusés à admettre la vérité pendant un bon moment. Je vous suis reconnaissant à tous de m'avoir laissé atteindre mon plein développement, alors même que vous vous demandiez comment traquer ma mère. Je ne tiendrai pas compte de cette dernière remarque. Je n'en doute pas. Nous ne l'avons pas traquée, comme tu le sais fort bien. Encore un de tes fantasmes de persécution. Elle est revenue vers nous, oui ou non ? Grattant au volet, la nuit venue. Tu peux m'épargner ces détails. J'ai déjà... Gravide, pleine comme la plus pleine des lunes. Ce qui était singulier, car, du point de vue du calendrier ordinaire, tu aurais dû assurément être considéré comme un grand prématuré. Mais lorsque nous avons suivi ta mère jusqu'au mausolée de l'église, où elle demeurait le jour, sa grossesse était arrivée à son terme. Le prêtre a été grandement surpris de voir ce qu'il hébergeait, pour ainsi dire, en son propre jardin. C'est lui, et non pas réellement quelques membres de la famille de ta mère qui pensaient que nous n'aurions pas dû te laisser venir au monde. Et c'est lui, de sa main, qui a libéré ta mère de la vie de ses nouveaux amis. Juste après, cependant, elle a donné naissance dans le cercueil même dans lequel elle était couchée. Le sang coulait affreusement. Si nous avons, je pense pas qu'il faille, si nous avons effectivement pourchassé ta mère, félicite-toi de ce que j'ai fait partie de la meute. Cette nuit-là, j'ai dû te faire sortir du pays, te rapatrier aux États-Unis. Moment auquel elle se rendit compte que je ne l'écoutais plus, que les anecdotes plus plaisantes du soleil couchant avaient gagné mon attention. Merci, tante T, lui dis-je lorsqu'elle se fut tue, se joignant à moi dans la contemplation. Merci pour ce distrayant récit. Je ne m'en lasse jamais. Je suis navré, André. Je voulais seulement te rappeler ce qui s'est vraiment passé. Que puis-je dire ? Je suis bien conscient de te devoir la vie, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas le sens de mon intervention. Je veux parler de ce que ta mère est devenue et de ce que tu es toi-même, désormais. Moi, je ne suis rien. Parfaitement inoffensif. Raison pour laquelle les Duval doivent pouvoir venir. Ils verront que le monde n'a rien à craindre de toi. Je crois qu'il leur faut constater par eux-mêmes ce que tu es. Ou plutôt, ce que tu n'es pas. C'est la mission qui leur a été confiée, tu crois ?
Oui. Et si nous ne pouvons satisfaire leur curiosité, ils pourraient bien nous faire du tort. Tandis que les ombres du crépuscule croissaient en profondeur, je me levai et rejoignis Tanté, debout contre la balustrade de pierre de la terrasse. Eh bien, qu'ils viennent alors, lui dis-je, en me penchant vers elle. Partie 2. Je suis un rejeton des morts. Je descends des défunts. Les fantômes m'ont engendré. Mes ancêtres sont les illustres multitudes de ceux qui ne sont plus, immenses, innombrables. Ma lignée est plus longue que le temps. Mon nom s'écrit au formol dans le livre des morts. Un noble sang coule dans mes veines. Dans mon cercle immédiat, le premier à avoir rejoint son créateur est le mien. Il repose dans la tombe du Père inconnu. Mais si cet homme parvint à m'engendrer, il poussa son dernier soupir en ce monde avant que j'y ouvre les yeux. Une attaque, la première et la dernière, eut raison de lui. En ces derniers instants ai-je appris, ces ondes cérébrales, égarées et subtiles, traçaient d'étranges courbes sur l'immense œil vert d'un écran d'électroencéphalogramme. Ma mère apprit du même docteur, le même jour, que son mari n'était plus au nombre des vivants et qu'elle était enceinte. Mes parents avaient déjà pâti d'autres coïncidences. Ils provenaient tous deux de riches familles d'Aix-en-Provence. Cependant, leur première rencontre ne se déroula pas dans le vieux pays de France, mais dans la neuve Amérique. Ils fréquentaient tous les deux la même université. Ainsi, deux voisins avaient traversé un océan sans chaleur pour se retrouver sur les bancs d'un cours de sciences obligatoire. Lorsqu'ils comparèrent leurs entourages respectifs, ils comprirent que le destin avait joué son rôle. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et de leur pays d'accueil. Puis, ils s'installèrent dans une banlieue renommée et cossue, dont je ne mentionnerai ni le nom ni l'état, car j'y vis encore, ce qui ne peut se concevoir pour des raisons qui seront bientôt révélées que dans la discrétion. Les deux jeunes gens vécurent pendant des années dans le bonheur et le contentement. Puis, mon ancêtre mâle le plus direct mourut juste à temps pour ne pouvoir jouir de sa paternité, ce qui en fit le père idéal pour son fils à venir. Rejeton des morts.
Assurément, m'objectera-t-on, je naquis d'une mère vivante. Assurément, surgissant en ce monde, je tournai la tête et croisai le regard scintillant d'une mère. Eh bien non. C'est ce que l'on aura saisi, je pense, de la conversation qui précède avec ma chère tante T. Enceinte et veuve, ma mère rentra en hâte à Aix pour y chercher le réconfort des siens et d'une vie à l'abri des regards. Mais j'y reviendrai d'ici peu. En attendant, je ne puis réprimer le désir de dire quelques mots du berceau de mes ancêtres. Aix-en-Provence, où je suis né mais n'ai jamais vécu. Aix-en-Provence a de nombreuses significations pour moi, même si elles sont, par nécessité, de seconde main. Mais ce n'est pas le seul lien entre Aix et ma propre existence qui hante avec tant de vigueur mon imagination. Émaille ce mélodrame quelques merveilles bien propres à l'histoire de la région. Événements extraordinaires qui couvrent plusieurs siècles, voire plusieurs ères, et qui, de la même manière, existent en des royaumes de l'esprit parfaitement distincts, aux implications incroyablement séparées. De mon point de vue, cependant, elles ne le sont pas. Le premier de ces faits historiques est le suivant. Au XVIIe siècle, divers démons s'emparèrent des âmes des nonnes du couvent des Ursulines d'Aix-en-Provence. Les malheureuses sœurs furent bientôt excommuniées. Elles avaient été séduites en des blasphèmes coordonnés par ces grésiles, sonillons et autres vérins. Le Dictionnaire infernal de Colin de Plancy décrit ainsi ces créatures. Le nom du traducteur n'est point connu. Celui qui luit hideusement comme un arc-en-ciel d'insectes, celui qui tremblote d'une affreuse manière, et celui qui se meut en rampant bizarrement. Des gravures de ces êtres si curieux sur les plans tant cinétiques que chromatiques ont été réalisées par les curieux. Malheureusement, les démons y sont représentés immobiles et en noir et blanc. N'est-ce pas incroyable ? Qui sont-ils, ces gens si sots, si profonds, qui peuvent se livrer à des spéculations aussi absurdes ? La science de la superstition est insondable, car, ainsi que le griffonna jadis un poète mauvais, la superstition est la source de toutes les vérités. Voici donc l'une des images qu'Aix imprime dans mon imagination. L'autre est celle simplement de la naissance en 1839 du citoyen le plus célèbre de la ville, Paul Cézanne. Il hante le paysage de mon cerveau, errant dans la campagne provençale à la recherche de ces charmants points de vue. Ces deux phénomènes spécifiques s'allient dans le creuset de mon âme, pour ne donner qu'un portrait d'Aix, exquis et grotesque en même temps, comme un panthéon de gargouilles au cœur d'une église du Moyen-Âge. Telle fut la terre où ma mère revint il y a quelques dizaines d'années, cette Notre-Dame de beauté et d'épouvante. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait trouvé alors quelque charme à la fréquentation de ces beaux inconnus, lesquels lui promirent de la délivrer d'un monde mortel. L'inquiétude l'avait corrompue et ma mère était prête à l'exil intérieur. Ma tante m'a donné à comprendre que tout commença lors d'une réception estivale donnée dans les jardins d'Ambroise et Paulette Vallereau. Le bois enchanté. Ainsi, les hautes classes du voisinage appelaient-elles ces lieux. Le soir de la fête, le temps était parfait. Ni trop chaud,
ni trop froid. Des lanternes avaient été suspendues aux hautes branches des tilleuls, fanaux menant à un paradis supposé. Un orchestre jouait. Les invités étaient de toutes sortes. Il y avait notamment des gens que personne ne semblait connaître, inconnus exotiques auxquels leur élégance tenait lieu d'invitation. Ils n'attirèrent pas vraiment l'attention de ma tante à cette époque, si bien qu'elle ne peut en donner qu'une vague description. L'un dansa avec ma mère, n'ayant aucun mal à tirer la veuve de sa solitude. Un autre, aux yeux de labyrinthe, lui chuchota des choses à l'oreille, sous les arbres. Des alliances furent conclues ce soir-là, des promesses échangées. Par la suite, ma mère se mit à la tombée de la nuit à partir à des rendez-vous. Un jour, elle ne revint pas. Thérèse, une dame de compagnie que ma mère avait ramenée avec elle d'Amérique, était bouleversée par le mépris glacial avec lequel sa maîtresse l'avait traitée ces derniers temps. La famille de ma mère hésitait à se prononcer sur la signification de ces changements. « Et dans son état, mon Dieu !» Personne ne savait comment réagir. Puis, un des domestiques déclara avoir vu une femme enceinte, le visage pâle, rôder autour de la maison, la nuit. Enfin, la famille se confia à un prêtre. Il conseilla une stratégie que personne ne remit en question, pas même Thérèse. Ils attendirent que ma mère revienne, ces vertueux chasseurs d'âmes. Ils suivirent sa silhouette fuyante, tandis qu'elle s'en retournait au mausolée, juste avant l'aube. Ils soulevèrent la lourde et grande dalle du sarcophage. C'était là qu'elle était. « Diabolique !» s'écria l'un d'entre eux. Et de se demander alors en quelle partie du corps la percée d'un pieu, et combien de fois. En fin de compte, ils se contentèrent de la clouer d'un seul clou au cœur contre le lit de velours sur lequel elle reposait. Mais que faire de l'enfant ? À quoi ressemblerait-il ? Saint combattant des vivants ou monstre des morts ? Ni l'un ni l'autre, imbécile que vous êtes. Heureusement ou malheureusement, je ne puis toujours me décider. Thérèse, qui les accompagnait, rendit ses interrogations vaines. Plongeant les mains dans la matrice sanguinolente, elle m'aida à venir au monde. J'étais désormais l'héritier de la fortune familiale. Thérèse me ramena aux États-Unis et se vit confier par un notaire avare et compatissant la gestion de mes propriétés. Il fallait, pour ce faire, procéder à un tour de passe-passe avec nos identités. Pour des raisons qui la regardent et que je n'ai jamais remises en question, Thérèse, de dame de compagnie de ma mère, devint sa sœur. Ainsi fut baptisée tante T, née la même année que moi. Tout cela, bien sûr, m'amène à l'histoire de ma vie, qui n'a pas plus de vie
que d'histoire. Rien qui puisse intéresser le romancier ou le cinéaste. Ni le chansonnier qui n'en ferait même pas de couplet. Cela pourrait peut-être donner un morceau de musique contemporaine. Un bourdonnement lent, une palpitation semblable au battement léthargique du cœur d'un prématuré. Mieux encore, l'histoire de ma vie pourrait être le sujet d'une peinture abstraite. Un monde de fin du jour, aux limites brouillées, sans centre ni point d'attache, passerelle sans rive, tunnel sans entrée ni sortie, existence crépusculaire, purement et simplement. Ni enfer, ni paradis, mais l'éloignement discret des excès de la vie, comme de l'obscurité têtue de la mort. Et je vous le dis, ce que je préfère avec le crépuscule, c'est la trompeuse impression qu'il donne lorsqu'on le regarde de l'ouest déclinant, non pas d'un moment transitoire, fragile, mais d'une permanence, sans rien avant, ni après. Il n'y a rien d'autre que le crépuscule. Rien. Ma vie, telle qu'elle était, n'eut jamais de commencement. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'aurait pas de fin, étant donné les facteurs imprévus qui en vinrent à la contrôler. Mais sans parler des tenants et des aboutissants, je reprendrai maintenant ma narration, où je l'avais abandonnée. Quelle était donc la réponse à ces questions qu'avaient en hâte posées les monstres qui traquèrent ma mère? Ma nature devait-elle relever de l'humanité douée d'âme ou du vampirisme qui en est dépourvu? Et je répondis non à ces deux hypothèses exprimées quant à mon statut existentiel. J'existais entre deux mondes, ne prétendant pas vraiment aux avantages et aux périls de l'un ou de l'autre. Ni vivant, ni mort, ni non-vivant, ni non-mort, n'ayant rien à faire de ces ennuyeuses polarisations, de ces lassantes contraintes qui, de fait, ne sont pas plus différentes l'un de l'autre qu'une paire de jumeaux atteints de crétinisme. À la vie et à la mort, je répondis non. Non, monsieur le bourgeon, non, monsieur l'asticot. Sans leur avoir jamais dit ni bonjour, ni adieu, je me contentais d'éviter leur compagnie et méprisais leurs criardes invitations. Naturellement, tante T au début essaya de prendre soin de moi comme d'un enfant ordinaire. Au passage, ceci. Je me souviens parfaitement du moindre instant de mon existence, car elle a pris la forme d'un long moment sans rupture, sans veille que je puisse oublier, ou lendemains en lesquels je puisse espérer. Elle me nourrit de mets ordinaires, que je vomissais toujours. Plus tard, elle en vint à me préparer une sorte de mixture à base de viande crue, que je pouvais ingérer et digérer, même si je n'en fis jamais une habitude. Je ne lui demandais jamais ce qu'elle y mettait vraiment. Tante T, en effet, ne rechignait pas à la dépense, et je savais quelle sorte d'étrange nourriture l'argent pouvait procurer à un nourrisson hors du commun. Sans doute m'étais-je accoutumé à ce genre d'aliments dans le ventre de ma mère, me sustentant d'un mélange de sang provenant des citoyens d'Aix.
Mais je n'ai jamais eu beaucoup d'appétit pour les nourritures matérielles. J'étais bien plus avide de mets plus transcendantaux, festin de l'âme et de l'esprit, banquet astral des arts. Là oui, je mangeais. Et les chefs ne manquaient pas qui me préparaient des menus. Nous avions beau vivre à l'écart du monde, Tante T ne négligea pas mon éducation. Pour complaire aux apparences et à la légalité, j'ai acquis dans les meilleures écoles privées du monde quelques diplômes. Là aussi, l'argent peut bien des choses. Mais mes leçons furent encore plus privées que cela. De géniaux pédagogues venaient chez nous, grassement rémunérés, trop heureux de s'occuper d'un enfant malade, et cependant des plus prometteurs. Ceci me permit d'explorer les arts et les sciences. Oui, j'appris à citer mes poètes français. Maigre immortalité noire et dorée, consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un sein maternel, le beau mensonge et la pieuse ruse. En traduction, la plupart du temps, car je ne parvins jamais, pour une raison ou une autre, à pratiquer cette langue autrement qu'en débutant. Je pus néanmoins me rendre maître de la grammaire complète de l'œil français. Je déchiffrais parfaitement le monde intérieur de Redon, ce presque natif d'Amérique, et son grand isolé paradis de noirceur. Sans aucun effort, je comprenais les mondes extravertis de Renoir et de ses comparses qui parlaient, eux, le langage de la lumière. Et je décryptais les mondes impossibles des surréalistes, ces arches-torves où de brillantes ombres sont cousues à la chair pourrissante des arcs-en-ciel. Je me rappelle plus spécialement d'un de mes professeurs, un certain Raymond, qui m'enseigna les rudiments de la peinture à l'huile. Un jour, je lui montrai une ébauche que j'avais peinte du phénomène sacré dont j'étais témoin à chaque coucher de soleil. Je vois encore l'expression qui apparut dans son regard, comme s'il venait de contempler le lever du rideau sur on ne sait quelle scène répugnante, d'une effroyable complexité. Il rajusta machinalement ses lunettes à monture de corne, les faisant trembloter sur l'arête de son nez. Ses yeux allèrent de la toile à mon visage, puis inversement. Les formes, les couleurs ne devraient pas se perdre de cette manière, fut son unique commentaire. Il y a quelque chose de... Non, impossible. Puis, il demanda à pouvoir faire usage de la salle de bain. Je crus d'abord qu'il s'agissait là de louer mon travail d'une manière toute symbolique. Mais l'homme ne plaisantait aucunement, si bien que je ne pus que lui indiquer le chemin à suivre. Il disparut, pour ne jamais revenir. Voici le résumé de mon existence en demi-teinte. Les crépuscules se suivent et se ressemblent. Et dans toute cette confusion du temps, jamais je n'ai imaginé que je pourrais avoir à me justifier en tant qu'individu subsistant au-delà ou entre les mondes antagonistes des pères humains et des mères enchantées.
Il me fallait cependant désormais songer à expliquer, c'est-à-dire à sceller mon insolite mode de vie à ces parents qui me rendaient visite. En dépit de l'hostilité que j'avais démontrée à leur égard au cours de ma conversation avec tante T, je souhaitais en fait qu'ils puissent revenir dans le vrai monde avec une bonne opinion de moi, ne serait-ce que pour les tenir à l'écart de mon propre univers dans les années à venir. Pendant des jours avant leur arrivée, j'en vins à me voir comme une personnification de l'invalidité recluse dans l'étude, un scolastique au teint jaune, plongé dans d'obscures recherches en son sanctuaire moisi, un artiste voué à la vacuité. Je m'attendais à ce qu'ils adoptent bientôt cette image idoine d'un individu qui était toute impotence et sans impétus. Et la question serait réglée. Mais je n'aurais jamais songé une seconde qu'il me faudrait faire face à la réalité presque oubliée de mes origines vampiriques. La souillure sous la peinture du portrait de famille. Partie 3. Les Duval, accompagnés de la sœur célibataire, arrivaient par un vol de nuit. Nous les attendrions à l'aéroport. Cela, s'était dit tante T, me conviendrait fort bien, en raison de la coutume qui était mienne de dormir une bonne partie de la journée pour ne me lever qu'au soleil couchant. Au dernier moment, cependant, je fus pris d'une crise de trac. « Les foules !» rappelai-je, suppliant à tante T. Les foules, elle le savait, étaient le talisman le plus puissant que le monde puisse me brandir sous le nez, si tant est qu'il m'en fallait un pour le fuir. Elle comprit que je ne pourrais faire partie du comité d'accueil. Le frère cadet de Rops, Gérald, un genou de 75 ans, la conduisit à l'aéroport sans moi. Oui, promis-je à tante T, je saurais me montrer sociable et viendrais à leur rencontre à tous dès que surgiraient les phares de notre grand auto noir flottant dans notre allée privée. Mais je n'en fis rien. Je m'enfermai dans ma chambre pour m'assoupir devant un poste de télévision dont le son était coupé. Les couleurs dansant dans l'obscurité, je me soumis de plus en plus profondément à une somnolence asociale. Je finis par donner à Rops l'ordre suivant, par le biais de l'interphone dont toute la propriété était équipée. Qu'il informe tante T et les invités que je ne me sentais pas très bien et avait besoin de repos. Ceci, me disais-je, était conforme à l'image que je voulais donner d'un invalide inoffensif, parfaitement normal, qui plus est. Un homme qui dort la nuit. Très bien.
les entendais-je se dire dans le secret de leur âme. Après quoi, j'en jure, j'éteignis réellement la télévision et dormis d'un vrai sommeil, dans la vraie obscurité. Les choses, cependant, perdirent de leur réalité bien plus tard dans la nuit. J'avais dû laisser l'interphone ouvert car, du petit carré de métal inséré dans le mur de ma chambre, j'entendis résonner de petites voix également métalliques. Dans mon état de quasi-sommeil, je n'eus pas l'idée de me lever, tout simplement pour faire disparaître ces voix en fermant l'horrible boîte. Horrible. Elle le semblait en effet. Les voix parlaient une langue étrangère, qui n'était pas le français, comme on aurait pu s'y attendre. C'étaient des sons plus étrangers que ceux-là. Une sorte d'hybride entre le délire d'un fou dans son sommeil et les piaillements de sonar d'une chauve-souris. J'entendis ces voix cliqueter et bavarder jusqu'au moment où je me rendormis profondément. Leur dialogue avait pris fin lorsque je me réveillais, pour la première fois de ma vie, sous le regard éclatant du matin. Pas un bruit dans la maison. Les domestiques même semblaient s'être trouvés des corvées qui les rendaient invisibles et muets. Je profitais de ma lucidité matinale pour rôder sans être remarqué dans la vieille maison, pensant que tous étaient encore au lit. Les grandes portes à boiseries des 4 chambres que tante T avait attribuées à nos hôtes étaient fermées. Une chambre pour le papa et la maman, 2 autres non loin pour les enfants, et une chambrette glaciale au bout du couloir pour la sœur non mariée. Je m'arrêtais devant chaque porte pour écouter les chants révélateurs du sommeil, espérant mieux connaître ses cousins par leurs ronflements, sifflements et autres marmonnements poussés entre 2 souffles. Aucun d'entre eux ne produisait ce vacarme habituel. De fait, ils n'émettaient presque aucun écho, mais se faisaient écho les uns aux autres, exhalant tous un bruit qui semblait sourdre de la même cavité. C'était une sorte d'étrange sifflement, un halètement qui venait du fond de la gorge. La toux d'un démon tuberculeux. Ayant eu, la nuit précédente, ma part de cacophonie singulière, je cessai bien vite et sans regret d'écouter aux portes. Je passais la journée dans la bibliothèque, dont les hautes fenêtres, remarquai-je, étaient conçues de manière à laisser entrer le plus possible de lumière pour la lecture. Je tirais néanmoins les rideaux et restais à l'ombre, ne trouvant pas au soleil du matin toutes les qualités qu'on lui accorde. Lire pourtant me fut assez difficile. À chaque moment, je m'attendais à entendre des pas étrangers descendre l'escalier double, traverser le vestibule carrelé de marbre noir et blanc comme un échiquier, s'emparer de la maison. En dépit de cette attente, la famille ne se montra pas, provoquant en moi un malaise croissant.
enfin le crépuscule. Et toujours, ni maman, ni papa, ni enfant aux paupières encore engourdies, ni timide sœur s'ébahissant de l'incroyable longueur de son sommeil réparateur. Pas davantage de tante T. Ils avaient dû bien s'amuser la veille au soir, me dis-je. Mais d'être seul avec le crépuscule me convenait très bien. Je tirais les rideaux des 3 fenêtres qui donnaient à l'ouest. Chacune d'entre elles, une toile décrivant la même scène dans le ciel. Mon salon d'automne, pour moi seul. Le coucher du soleil était inhabituel. Étant resté toute la journée derrière d'opaques tentures, je ne m'étais pas rendu compte que l'orage menaçait. Une grande partie du ciel avait revêtu la couleur exacte des vieilles armures que l'on voit dans les musées. Simultanément, des taches éclatantes livraient bataille pour un fragment de ciel avec l'onyx imminent de la tempête. En dessous, au-dessus, la lumière et l'obscurité se mélangeaient d'étranges façons. Les ombres et les rayons entraient en fusion, éclaboussant le paysage d'un croquis irréel de ténèbres et de brillance. Nuées éclatantes et noires se pénétraient les unes les autres dans un no man's land céleste. Les arbres d'automne avaient pris l'aspect de sculptures fabriquées en rêve, troncs et branches couleur de plomb et feuilles rouges fer, prises dans un moment infini dont le temps était surnaturellement aboli. Le lac gris, lentement, se hérissait et retombait dans un sommeil de mort, lapant, imbécile, sa jetée de pierres engourdies. Une vision contradictoire et ambivalente. Une vapeur tragicomique recouvrant toute chose. Une contrée de parfait crépuscule. Je jubilais. Enfin, le crépuscule était venu sur terre, à moi. Il fallait que je sorte dans cette atmosphère sans pareille. Je n'avais pas le choix. Je sortis de la maison et allai jusqu'au lac. Je restai un moment sur la pente herbeuse et raide qui conduisait au rivage. Je contemplais, à travers les bosquets, les couleurs contraires du ciel. Les mains dans les poches, je ne touchais rien, ne me servant que de mes yeux. Il dut se passer 1 heure ou plus avant que me vienne l'idée de rentrer. Il faisait noir alors, même si je ne me souviens pas du passage de la fin d'après-midi au soir. Le crépuscule, en effet, ne souffre pas de flamboyance finale. Pas d'étoiles au ciel, que les nuages d'orage avaient envahi. Il commençait à en tomber quelques gouttes hésitantes. Le tonnerre gronda, et je dus rentrer à la maison, de nouveau trompé par la nuit.
Dans le grand vestibule, je fis sonner chaque nom comme une question. Tante, Rops, Gérald, Monsieur Duval, Madame. Tout était silence. Où étaient-ils passés tous ? Me demandai-je. Ils ne pouvaient pas être au lit encore tout de même. J'allais de pièce en pièce. Tout semblait vide. La poussière du jour recouvrait de son film toutes les surfaces. Où étaient les domestiques ? Pour finir, j'ouvris la porte à double battant qui menait à la salle à manger. Étais-je en retard pour le dîner que Tante avait prévu pour rendre honneur à nos parents lointains ? Oui, semblait-il. Mais si Tante T me permettait parfois de consommer le fruit défendu de la chair et du sang, ce n'était jamais directement sur l'arbre, jamais la sève sucée chaude de l'arbre de vie lui-même. Cependant, étaient étalés dans la salle à manger les vestiges d'un tel festin. C'était la dépouille décharnée de Tante T, bien qu'ils eussent laissé à peine sur ses os de quoi l'identifier. L'épaisse toile blanche était couverte de caillots comme un bandage ouvert. « Rops !» hurlai-je. « Gérald ! Quelqu'un !» Je savais pourtant que les domestiques n'étaient plus dans les murs, que j'étais seul. Pas vraiment seul, cependant. Ce qui apparut bientôt à mon cerveau crépusculaire tandis qu'il sombrait dans l'obscurité la plus totale. M'accompagnaient 5 formes noires qui collaient au mur et se mirent bientôt à ondoyer à leur surface. L'une d'entre elles s'en détacha pour approcher de moi, masse sans poids, d'un froid de glace. Je le sentis en voulant la repousser. Ma main la traversa. Une autre suivit, se détachant d'une embrasure de porte à laquelle elle s'était suspendue. Une troisième laissa sur le papier peint une cicatrice blême à l'endroit où elle s'était, limace, fixée avant de rejoindre les 2 attaquantes. Puis, les 2 autres tombèrent du plafond alors que, battant des bras, je décrivais des cercles d'un pas incertain. Je m'enfuis de la salle à manger. Les choses m'encerclèrent, guidant ma déroute, me faisant traverser couloirs et escaliers. Elles finirent par me piéger dans une petite pièce, un recoin étouffant où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. Des animaux bariolés gambadaient sur les murs, des ours bleus et d'alpages jaunes. Des meubles minuscules étaient recouverts de draps devenus gris. Je me cachais derrière un tout petit berceau surélevé aux barreaux d'ivoire. Ils me retrouvèrent, m'encerclèrent. Ce n'était pas la faim qui les mouvait. Ils avaient déjà banqueté. Ils n'étaient pas animés de la folle envie de sang du meurtrier. Ils étaient prudents, méthodiques. Non, ce n'était qu'une réunion de famille, de sentimentales retrouvailles. Je compris pourquoi les Duval pouvaient se permettre d'être sans préjugés. Ils étaient pires que moi, qui n'étais qu'un mulâtre, un hybride, un simple métis de l'âme. Ni humain à sang chaud, ni démon suceur de sang. Eux, en revanche, venus du Nex indiqué sur la carte, étaient les purs sangs de la famille. Et ils me vidèrent le corps, jusqu'à la dernière goutte.
4e et dernière partie. Lorsque je repris conscience, il faisait encore noir. J'avais une énorme poignée de poussière dans la gorge. Pas une vraie poussière, bien sûr, mais une curieuse sécheresse, telle que je n'en avais jamais éprouvée. Cela et une autre sensation nouvelle. La faim. J'avais l'impression de contenir un gouffre sans fond, un vide immense, qu'il me fallait combler, remplir avec des océans de sang. J'étais désormais l'un des leurs, né de nouveau à la vie vorace des non-morts. Tout ce que j'avais évité dans mon désir ardent de ne pas connaître une existence limitée par la vie et la mort, je l'étais devenu. Je n'étais qu'une autre de ces bêtes aux sans fin tenaillantes. Jaunâtre et vorace, j'avais rejoint la société des morts vivants, méprisable participant à ce que les deux mondes avaient de pire. André des cimetières, un cadavre sociable. Chacun des 5 avait vidé mon corps par une source différente. Mais grâce aux miraculeuses capacités de guérison des morts, ces blessures s'étaient pratiquement refermées lorsque je me réveillais dans les ténèbres. Les étages supérieurs étaient complètement dans l'ombre à présent. Je me dirigeais vers la lumière qui émanait du rez-de-chaussée. Un lustre du vestibule en contrebas illuminait la rambarde sculptée au sommet de l'escalier lorsque j'émergeais des ténèbres de l'étage. Cette vision suscita en moi une émotion terriblement douloureuse, telle que je n'en avais jamais connue. Sentiment de deuil, se rapportant cependant à quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Comme si, d'une certaine manière, la perte était encore à venir. Je vis, en descendant les marches, qu'il m'attendait déjà dans le vestibule, debout sur l'échiquier des dalles. Papa roi, maman reine, le garçon un cavalier, la fille pion, sombre et petit. Et derrière eux, un fou vierge à la langue de vipère. À présent, ils avaient ma maison, mon château, pour compléter leur jeu. De mon côté, plus rien. « Démon !» hurlai-je, me penchant sur la rambarde. « Démon !» répétai-je. Mais, chose horrible, cet éclat ne sembla pas les émouvoir. « Diable !» réitérai-je dans leur répugnante langue. Cependant, le français n'était pas non plus leur véritable idiome, comme je le compris lorsqu'ils commencèrent à discuter. Je me bouchais les oreilles pour étouffer le son de leur voix. Ils avaient un langage à eux, une manière d'articuler qui convenait à leurs organes morts. Les mots étaient des râles sans souffle ni forme, qui provenaient du fond de leur gorge, des épluchures desséchées au portail d'un mausolée. Au quai, arides et gargouilles exsangues leur tenaient de dialecte. Ces notes râpeuses m'étaient d'autant plus mal à l'aise qu'elles émanaient des bouches d'êtres dont les contours, à défaut d'autre chose, étaient humains. Le pire, cependant, fut de me rendre compte que je comprenais très bien ce qu'ils disaient. Le garçon s'avança, le doigt pointé vers moi, tout en se retournant vers son père. Ce bamba
aux yeux de vin et aux lèvres roses, était d'avis qu'il aurait mieux valu me faire subir le même sort qu'à tante T. Le père, avec une impatience autoritaire, répliqua à son fils que j'allais servir de guide dans cette étrange et nouvelle terre. Indigène, j'allais leur épargner les difficultés que d'autres touristes doivent parfois affronter. De surcroît, conclut-il, j'étais de la famille. Le garçon, outré, éructa une description incroyablement révoltante de son père. Les termes qu'il employa ne peuvent être transmis que par ce curieux dialecte de gorge, impliquant des sentiments et des relations d'une nature que l'on ne pouvait comprendre en dehors du monde que ce jargon reflétait avec une abjecte perfection. C'était un discours sur le vice déclamé aux enfers. S'ensuivit une dispute. Le calme du père laissa place à une infernale fureur. Il finit par vaincre son fils à coups de menaces bizarres, qui n'ont pas d'équivalent dans le langage de la méchanceté ordinaire. Après que le garçon fut réduit au silence, il se retourna vers sa tante, quêtant apparemment quelque consolation. Cette femme, aux joues crayeuses, aux yeux caves, tapota l'épaule du garçon et l'attira sans peine à elle d'un mouvement du doigt, guidant son corps comme s'il s'était agi d'un ballon, d'un jouet, d'une infinie légèreté. Ils se parlaient en murmures moroses, usant de formulations intimes qui dénotaient sans doute quelque allégeance ancienne et impensable entre ces deux êtres. Visiblement excitée par cette scène, la fille s'avança et parla, employant cette même forme discursive comme pour m'inviter à la reconnaître. Sa mère abruptement la héla d'une unique syllabe. On ne pourrait imaginer le qualificatif qu'elle accola à cet enfant qu'en se référant aux dégénérés les plus bestiaux de l'espèce humaine. Leur mode d'expression, si particulier, contenait en lui-même les connotations dissonantes d'un tout autre monde. Chaque prise de parole était un opéra de vice, un chœur de sauvages anathèmes, un psaume sibilant de luxure fétide. « Je ne deviendrai pas l'un des vôtres !» crus-je leur proférer au visage. Mais ma voix était déjà si semblable au leur que les mots eurent le sens exactement inverse de celui que j'avais voulu leur donner. Ils cessèrent de se disputer. Mon accès de colère les avait soudés. Les 5 bouches garnies de dents irrégulières, on aurait dit des cimetières de village envahis par de vieilles pierres tombales, s'ouvrirent, sourire. L'aspect de leur visage me renseigna sur le mien. Ils voyaient ma faim croissante, fouillaient du regard les catacombes poussiéreuses de ma gorge, laquelle réclamait à grands cris d'être ointe enfin du sang nourrissant. Ils connaissaient ma faiblesse. Oui, ils pouvaient rester dans la maison. Oui, je pouvais faire en sorte d'expliquer la disparition de Tante T et des domestiques, car je suis un homme riche et je sais ce que l'argent autorise. Oh pitié, chère famille. Je meurs de faim. Oui, il pourrait trouver refuge chez moi aussi longtemps qu'il le voudrait. Ce qui voulait sans doute dire longtemps. Pitié, j'ai faim jusqu'au tréfonds de mon être. Oui, j'opinais à tout. Tout serait arrangé. Au tréfonds! Mais d'abord, je les suppliais, pour l'amour de Dieu, de bien vouloir me laisser sortir dans la nuit. 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 Désormais,
Le crépuscule est un signal qui m'éveille. Que j'aille festoyer. Et le poids précieux qu'il eut durant ma demi-vie passée n'a presque plus de traces. Cependant, que la perspective d'une vie éternelle dans la mort éternelle me séduit de plus en plus. Pourtant, il y a quelque chose dans mon cœur qui accueillerait non sans joie ce qui voudrait mettre fin à ma précaire immortalité. Je ne suis pas complètement détaché de ce que je fus pour leur refuser ma perte. Jusqu'ici, mes exsanguinations n'ont été qu'un besoin, jamais une passion. Mais je sais que cela va changer. J'étais naguère le rejeton d'une vieille famille venue d'un vieux pays. Aujourd'hui, j'ai dans les veines un sang neuf, et le pays que j'habite n'est plus réglé par le temps. On m'a ressuscité, tiré d'une tombe lasse. Me voilà féroce survivant. Je ne peux plus me retirer dans un monde de coucher de soleil déliquescent. Je dois sortir en effet, comme convoqué par la nécessité de saigner la nuit de frais. Nuit après nuit. Nuit après nuit. Et c'est une fin d'histoire! Oui!